Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops des films de 2025. Je reprends les nouvelles règles pour cette année, les tops sont désormais limités à seulement 10 places. Mais histoire de rendre un peu hommage à tout ce que j'ai vu pendant l'année, j'ai instauré un système de catégories histoire de donner très rapidement mon avis sur chacun des titres. Maintenant, comme chaque année, je rappelle les règles des top flops. La première, c'est que je n'y inscris pas uniquement les films sortis en 2025. Parce que je suis pas foutu de me concentrer sur l'actualité, et que c'est pas parce qu'un film a plus d'un an qu'il faut immédiatement arrêter de s'y intéresser. Raison pour laquelle, dans mes sélections, vous pouvez trouver des films extrêmement récents comme des extrêmement vieux. Et enfin, gardez en mémoire que mon jugement reste subjectif, malgré le fait que j'essaye toujours d'apporter des arguments. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit, hein, on va pas dire le contraire. Et on va commencer avec les premières catégories. Cette catégorie est les dédiée aux films qui sont pas désagréables à regarder, hein, mais qui personnellement m'ont pas plus marqué que ça. Bon baiser de Pékin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Stephen Chow, c'est un réalisateur et acteur hein, qui s'est notamment fait une réputation pour les comédies d'action. Je suis extrêmement fan de Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu, hein, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir. J'ai aussi beaucoup aimé Mermaid, qui à mon grand regret n'a jamais eu de doublage français, c'est un peu dommage. Alors Bon baiser de Pékin, vous vous en doutez, c'est totalement une parodie de films d'espionnage. Et notamment de la saga des James Bond, à qui le film fait énormément de références. Le méchant a un pistolet d'or, t'as un ennemi avec des dents en acier, t'as évidemment tout un tas de gadgets pour les espions, mais comme c'est une parodie, c'est des gadgets complètement débiles, ou alors qui marchent une fois sur trois. L'humour est assez cartoonesque, et à mon sens, si tu as réussi à rentrer dans le délire, tu peux passer un très bon moment. Maintenant, je vous avoue que dans les grandes lignes, j'ai pas trouvé l'histoire très intéressante, ni particulièrement prenante. Charlie. Alors, petite tricherie de ma part, parce que techniquement, ce film, je l'ai déjà vu. Enfin, je l'ai déjà vu quand j'étais gamin. Et du coup, je n'en avais aucun souvenir. Je me rappelais pas du tout de l'intrigue, ni de quoi que ce soit. Donc, techniquement, ça a été une redécouverte. Vraiment, je me souvenais absolument pas de ce film. Je savais que je l'avais vu. Il me semble même plusieurs fois d'ailleurs, mais pourtant, il est complètement évacué ma mémoire. Il y a bien quelques bribes par-ci par-là qui traînaient, mais dans l'ensemble, j'ai littéralement redécouvert le film. Vous m'auriez demandé de vous résumer l'intrigue, j'en aurais été complètement incapable. L'histoire concerne Charlie, un chien bâtard dans la Nouvelle-Orléans des années 1930, qui se retrouve assassiné par son ancien compagnon mafieux, et se retrouve au paradis des chiens. Or, le Klebs n'a pas l'intention de crever la gueule ouverte, il dérobe la montre de sa vie, la remonte et revient sur Terre grâce à ça. Je conseille pas le visionnage aux personnes un peu sensibles, ni aux enfants, parce qu'il y a une ambiance quand même assez dark. L'histoire est sympa, et même si j'apprécie les côtés sombres, ça reste un cheminement relativement classique. C'est le méchant héros qui va peu à peu s'humaniser pour devenir quelqu'un de bien. Mais pour moi, le plus gros défaut du film, ça reste les chansons. Elles sont dégueulasses. Je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ce sont les pires chansons d'un film d'animation que je connaisse. Vraiment pour moi, c'est le gros point noir du film. Cœur perdu en Atlantide. Encore une fois, une adaptation d'une œuvre de Stephen King, visionnée pour les besoins de l'épisode sur les pouvoirs psy, que je vous invite encore une fois à aller mater, hein, le lien est toujours en description. L'histoire se déroule essentiellement dans les années 60, où l'on va suivre le quotidien du jeune Bobby, qui vit seul avec sa veuve de mère et va voir emménager à l'étage un étrange vieil homme doté de certaines capacités psychiques. Je trouve le film bon. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, j'ai déjà vu plus bouleversant, mais l'histoire reste assez prenante, l'intrigue est assez lente et posée, quand même, donc vous attendez pas à un déluge d'action. Les acteurs sont bons, notamment Anthony Hopkins. C'est pas sa meilleure performance, mais en même temps, on lui a pas demandé d'aller au max de ce qu'il pouvait faire, donc voilà, je vous le conseille, c'est un bon petit film. Dear Satan. Franchement, je m'attendais à un film pas ouf, et c'était pas ouf, hein, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. L'histoire, c'est qu'un gamin va écrire sa lettre au Père Noël, manque de bol, il est dyslexique, ce qui fait qu'au lieu d'écrire à Santa, il écrit à Satan. C'est donc un démon incarné par Jack Black qui va recevoir la lettre et arriver sur Terre pour lui proposer d'exaucer 3 vœux en échange de son âme. L'histoire est assez prévisible et pas mal de scènes sont lourdes et pas drôles. En fait, les seuls moments où j'ai trouvé le film vraiment marrant
c'est hilarant, quoi, c'est quand Jack Black était à l'écran. En plus, le gars a vraiment eu l'air de kiffer son rôle comme pas permis, c'est vraiment quand il était à l'écran que je me suis vraiment amusé, quoi. Donc, si vous êtes fan de Jack Black, je vous le recommande. Même si ce sera pas le truc le plus extraordinaire que vous ayez jamais pu voir. Firestarter, je suis assez mitigé pour celui-là. Vu les critiques que le film s'était mangé dans la gueule, je me disais, mais ça va être une énorme daube en fait. Firestarter est donc une adaptation du roman Charlie de Stephen King, là encore, hein, qui suivait une petite fille dotée d'un don de pyrokinésie qui était traquée par des scientifiques et plus ou moins le gouvernement, il me semble. L'histoire, bon bah, c'est un peu l'histoire qu'on connaît depuis 40 ans, donc assez compliqué d'innover là-dessus. Le jeu d'acteur, notamment pour la gamine, avait des hauts et des bas, hein, mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé le film mauvais, quoi. Il est pas exceptionnel, d'accord, mais pour moi c'est plus une tentative honnête qui a un peu foiré qu'un véritable échec, quoi. Scanners, un film culte pour toute une génération. Et pas pour moi. L'histoire tourne autour des Scanners, des humains dotés de facultés télépathiques, et on va suivre un jeune homme recruté afin de lutter contre un télépathe extrêmement puissant, ayant pour but de détruire le monde, faut croire. Le film date un peu, on va pas se mentir. Même si, niveau effet, ça fonctionne encore plutôt bien, voilà, pour certains. Même si les successions de grimaces des acteurs pour représenter la télépathie, c'est... Ouais. Je suis désolé, mais la scène de climax de fin, pour moi, elle est complètement ridicule. Et le scénario... j'étais assez régulièrement dubitatif. Pour moi, il y a des trucs qui vont vraiment pas dans l'histoire. Donc, à moins que vous soyez très fan des 80s, je peux vous le conseiller, mais je peux pas garantir que ça va vous plaire. Shin Godzilla. Alors, le film est un reboot de la saga emblématique du fameux kaiju qui vient régulièrement dévaster le Japon. Alors, pas très surprenant de la part des productions asiatiques, hein, je suis désolé, mais souvent quand je mate des films asiatiques, il y a un problème, il y a ce problème récurrent, les CGI sont dégueulasses. Personne d'honnête ne peut regarder ce film et me dire que ah oui le kaiju il est hyper réaliste. Non, il est pas réaliste du tout. Ajoutez à ça que la bestiole est poker face pendant tout le film et a le haut du corps figé pendant 90% de ses apparitions. C'est vraiment le truc, il avance comme ça, quoi. Donc ouais, je vais encore me faire cracher dessus par les fans, mais le Godzilla de Emmerich il était plus mobile que ça. Bref, il y a quelques idées de mise en scène qui étaient plutôt cool. L'intrigue est sympa. Par contre, c'est assez laborieux à suivre. Surtout au début. Parce que le film n'a jamais eu de doublage français. Si vous voulez le voir, soit vous parlez japonais, soit c'est obligatoirement sous-titres. Et comment dire ? Quand le film commence, t'as énormément de panneaux d'indication sur qui est machin, qu'est-ce qu'il fait, ce genre de truc. C'est le machin ministre de tel domaine, un tel dirige tel ministère. Alors les gars, désolé, mais soit je lis les noms et les titres, soit je lis les dialogues. Mais je peux pas faire les deux. Et pour le coup, c'est vraiment le début du film où tu vas vraiment regretter qu'il n'y ait pas de doublage. En dehors de ça, je trouve que c'est un bon film. Pas le plus captivant de l'année, c'est sûr, mais il est bon quand même. Alors cette catégorie-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'expliquer, hein, c'est des bons films, j'ai vraiment apprécié, ils ont vraiment des bons points. Et quand même des éléments qui font que ouais, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, ou ça aurait pu avoir moins de défauts. Mais bref, ça aurait pu être mieux, quoi. H, était particulier celui-là. Nous allons suivre une jeune femme qui reprend conscience dans une station installée sur une planète extraterrestre. Elle a perdu tous ses souvenirs et tout le monde est mort. Sauf que quelques temps plus tard, débarque un autre membre de l'équipe qui prétend qu'elle lui a envoyé un appel à l'aide. C'est un film d'épouvante horreur, ma foi plutôt honnête dans son concept, et assez réussi je dirais. Mais c'est quand même très prévisible. Cependant c'est très bien filmé, il y a quelques éléments de décor ou de costume que j'ai trouvé vraiment super cool au niveau design. Mais malheureusement, bon bah... voilà, la prévisibilité du scénario m'a un peu refroidi. En dehors de ça, je considère que c'est un très bon film. Asteroid City, alors... très particulier comme film là encore. Alors le principe de base du film c'est que toute l'histoire qui nous est racontée est en fait une pièce de théâtre qui est jouée sur scène.
En fait, tout le film qu'on voit en couleur, c'est la représentation de la scène, tel qu'on est censé se l'imaginer en fait. Avec de temps en temps des éléments en noir et blanc qui, eux, représentent la réalité, en somme. C'est tout ce qui est extérieur au théâtre. Donc, c'est assez burlesque, très loufoque et pas mal what the fuck, avec un putain de casting 5 étoiles, on va pas se mentir. C'est un très bon film. Maintenant, je dois admettre que c'est pas un coup de cœur non plus. Babylone. Ah, j'ai vraiment lancé reculons celui-là. On va suivre plusieurs personnes dans le monde du cinéma de 1926 et accompagner leur parcours durant plusieurs années. Jusqu'en 1932, si je me plante pas. Et le film s'achève sur un épilogue en 1952. Je crois. Alors perso, j'ai bien aimé. Ça retrace toute une partie de l'histoire du cinéma qui est vraiment intéressante. Les acteurs sont vraiment très bons et contrairement à ce que certains insinuaient, j'ai pas trouvé le niveau de décadence si élevé que ça. C'était pas si présent dans l'intrigue, quoi. Alors effectivement, il y a quelques scènes assez trash, hein, notamment au début, mais dans l'ensemble, c'est pas si hardcore que ça, quoi. Par contre, 3 heures, c'est long. C'est vraiment long comme film, notamment pour toute la dernière partie de l'histoire qui tourne autour de la mafia, que j'ai trouvé assez inutile et pas très intéressante. Bref, si vous avez 3 heures de libre, je trouve que le film est vraiment cool. Pas en intégralité, c'est vrai, et il y a quelques points qui peuvent vous gêner si vous êtes un chouïa trop sensible. Ça, chapitres 1 et 2. Alors ça, que ce soit en livre ou en film, j'avoue que je l'avais jamais expérimenté jusqu'à présent. Beaucoup de gens de ma génération ont vu le téléfilm de 90 et ont du coup développé une phobie des clowns. Bon, c'est pas mon cas, moi j'ai jamais vu. Et j'ai aussi loupé l'actualité avec ces remakes qui étaient sortis en 2017 et 2019. Pour le coup, ce sont de bonnes histoires. Malheureusement, comme avec la plupart des grands classiques de Stephen King, c'est vachement classique. Bon, ça malheureusement c'est un peu un défaut, c'est que tu sais qu'il y aura une suite avec les gamins qui auront grandi, donc tu sais qu'ils vont pratiquement tous survivre, donc voilà, et on se doutait que ça finirait pas avec le premier métrage, quoi. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Les CGI passent bien, à une ou deux exceptions près. Les acteurs sont tous très bons, voilà, c'est juste l'intrigue qui pêche un peu, quoi. Et si t'as un minimum d'expérience dans la fiction, ça peut te laisser un peu sur ta faim. Ce que veulent les femmes. Je m'attendais tellement à une daube, putain. Avec Mel Gibson dans le rôle titre en plus, quoi. L'histoire est celle d'un marketeur ultra macho qui, suite à une électrocution involontaire, se met à entendre les pensées des femmes. Au début, il va essayer de s'en servir pour dégager la meuf qui a obtenu le poste qu'il convoitait, mais au final, va développer son empathie et passer du statut de connard masculiniste à celui de mec bien. Et je suis très agréablement surpris en fait. Ça reste une comédie romantique, hein, avec un cahier des charges à respecter, mais malgré ça, j'ai trouvé le film plutôt sympa. La plupart des vannes passent bien, même encore aujourd'hui, et pour un film des années 90, tu t'attends pas à ce que le script soit aussi bienveillant avec les relations hommes-femmes. Franchement, j'ai été surpris, quoi. C'est clairement pas parfait, on est d'accord, mais franchement, je partais tellement avec un a priori sur ce film que je l'ai trouvé vachement bon, quoi. Les chèvres du Pentagone. Et si vous avez vu l'épisode sur les pouvoirs psy, vous savez pourquoi j'ai regardé ce film. Il s'agit d'une adaptation un peu romancée, hein, faut l'admettre, sur la manière dont les États-Unis ont essayé de se servir des pouvoirs psychiques à des fins militaires. Pour ma part, c'est très agréable à suivre, et même si je considère pas que c'est le meilleur film de tous les temps, je vous le recommande quand même. Darkest Minds. Alors, un virus neurologique s'est répandu chez les enfants du monde entier et a tué 90% d'entre eux. Les seuls survivants développant différentes capacités classées par couleurs qui se reflètent dans leurs pupilles. Les verts étant les intellects supérieurs, les bleus les télékinésistes, et en dernier les oranges, les télépathes. J'ai quasiment aucun reproche à faire à la première partie de l'histoire, qui était vraiment logique et bien foutue. Mais à partir du moment où on arrive dans le camp des gentils, ça commence à devenir très prévisible, mais à un niveau chiant, quoi. Genre, oh là là, en fait le leader est un méchant, et oh là là, il va y avoir une tension romantique. Mais dans l'ensemble, le film est plutôt cool. Les acteurs sont bons, les effets spéciaux marchent très bien. Non, sur l'aspect technique, j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. C'est pas parfait, mais je trouve que ça reste un bon film.
Faut juste apprécier le côté teenager qui est vraiment très pénible à partir de mi-parcours. À part ça, ça peut vous occuper sans problème pendant 2 heures. Le dernier voyage. Je suis mitigé pour celui-là. D'un côté, on a un film de SF purement français, et d'un point de vue décor, costumes et même effets spéciaux, bah c'est plutôt honorable en fait. Il y a même d'excellentes idées qui sont mises en place, et bah, j'ai trouvé le tout plutôt agréable. D'ailleurs, l'intrigue est plutôt sympa, si on accepte le fait qu'il y a quand même pas mal d'incohérences. Et plusieurs points bizarres dans la manière dont c'est filmé. Après, c'est le premier long métrage du réal, donc voilà, quand on commence, on fait tous des erreurs de débutants, donc je vais pas lui jeter la pierre. Il fera probablement beaucoup mieux au prochain essai. Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Film notamment basé sur l'humoriste Jeff Panaclock, vous vous en doutez, qui est un ventriloque, et sa marionnette Jean-Marc, une espèce de singe qui est très grossier. Alors, est-ce que le film est con ? Oui, mais en même temps, le film est fondamentalement débile. Ce serait con de lui reprocher, quoi. Alors, en tant que comédie, est-ce qu'il remplit son rôle ? Oui, mais tous les gags ne sont pas au même niveau. Certains sont assez faciles et caricaturaux, là où d'autres... ouais, c'était un peu facile pour sortir la blague, là. Je m'appelle Samantha et je vais bien m'occuper de votre engin. Jamais aucun garagiste ne dira jamais ça. Néanmoins, pour ce qui est du duo Jeff et Jean-Marc, là, ça envoie majoritairement du lourd. Franchement, la grande majorité de leurs échanges m'ont fait rire. Les vannes de la peluche sont souvent très cool. Après, faut être fan de l'humour bien caustique et un brin vulgaire, mais dans l'ensemble, bah j'ai beaucoup apprécié le métrage. En plus, il dure qu'1h30, donc c'était assez bien rythmé. C'est pas la comédie du siècle non plus, mais je vous recommande d'y jeter un œil. Kraven le chasseur. Encore une fois, je m'attendais tellement à une énorme daube que j'ai été surpris d'apprécier le film, quoi. L'histoire est une origin story à un personnage qui est à la base un super vilain de Spider-Man. Vous l'aurez deviné, c'est Kraven le chasseur. Alors on va être franc, la licence des super vilains au cinéma, voilà quoi. Jusqu'à présent c'était pas joyeux. Venom j'ai vu que le premier et je l'ai vraiment pas trouvé ouf. Madame Web c'était lamentable. Morbius je l'ai pas vu, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une grosse merde. Non franchement, j'ai pas de scrupule à dire que Kraven le chasseur est le meilleur épisode de cette saga quoi. C'est pas un chef-d'œuvre ni une histoire qui va marquer les esprits, mais je trouve que ça cesse bien regarder et j'ai passé un plutôt bon moment devant, quoi. Le ministère de la sale guerre. Il a pas fait beaucoup de bruit ce film, je trouve. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, où le Royaume-Uni est bien embêté par des sous-marins allemands, qui détruisent tous les navires qui tentent de rejoindre le pays. Il va donc mettre en place une opération spéciale et officieuse, histoire de pas se retrouver avec, en plus, une crise diplomatique sur les bras. Va donc être expédié un groupe d'hommes, avec pour objectif de faire le sale boulot, avec le moins de remous possible. Franchement, comme divertissement, c'est cool. J'ai passé un bon moment devant, les scènes d'action sont plutôt péchues, c'est sympa à suivre, mais je regrette que les personnages soient quand même assez superficiels en termes de caractère. Misanthrope. L'histoire nous fait suivre la traque d'un sniper qui bute des gens à tour de bras, et notamment l'équipe de police chargée de le capturer. Principalement une policière sans diplôme qui, étant dotée d'une faculté analytique très poussée, se voit embauchée comme agent de liaison pour filer un coup de main. Alors, j'ai passé un bon moment devant le film, maintenant... c'est vrai que ça reste un film policier relativement classique, quoi. T'as certaines scènes qui sont assez prévisibles, limite clichés pour le genre. Mortel raclette, mais qu'est-ce qu'il était con ce film. On va suivre une équipe de tournage porno qui viennent filmer leurs scènes dans un chalet en pleine Savoie. Évidemment, ils vont se retrouver bloqués à la fois par une tempête de neige, ainsi que par un tueur en série qui va les éliminer les uns après les autres. Alors c'est un moyen métrage, ça dure à peine plus d'1 heure, et c'est plus une comédie qu'un slasher pur jus. Alors pour l'humour, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est hyper caricatural et volontairement débile. Et il faut vraiment rentrer dans ce mood-là pour trouver ça drôle. Pour ma part, j'ai eu du mal au début, et j'ai vraiment commencé à apprécier au bout d'une bonne vingtaine de minutes, quoi. Donc, soyez prévenus à l'avance, ce sera vraiment débile, quoi. Vraiment débile, et il faut apprécier la débilité pour apprécier le film. Sinon, ça va juste vous faire chier. La Mutante 2. Oui, ouais, ça peut surprendre, hein, en effet. Parce que cette suite est généralement moins aimée que le premier opus, alors que perso, je pense que la Mutante 2 fait partie de ce cercle très fermé de films dont la suite est meilleure que l'original.
Voilà, c'est... En fait, l'histoire a le mérite de prendre un angle radicalement différent de celui du premier épisode. Les personnages sont beaucoup plus développés et donc gagnent plus de charisme, notamment la mutante elle-même. Par contre, c'est beaucoup plus gore. Voilà, vous êtes prévenus. Bref, autant le premier film en avait touché une sans faire bouger l'autre, par contre celui-là, j'ai beaucoup plus apprécié l'intrigue, les personnages et le déroulé en fait. En bref, j'ai vraiment trouvé plus intéressant à mater. The Nice Guys. Non, ce n'est pas une suite des Bad Guys. Dans les 70s, on va suivre deux détectives privés aux méthodes radicalement opposées dans une enquête autour de la mort d'une actrice porno, qui va les amener à s'associer. Alors c'est une comédie d'action, mais c'est aussi d'abord un film policier, avec une enquête assez sérieuse, des scènes d'action plutôt péchues, et un tandem de héros aux antipodes qui font fonctionner la plupart des blagues. Après, j'admets que le film m'a pas énormément marqué, et je vous avoue qu'au moment où là je suis en train de tourner, j'ai pratiquement tout oublié de l'intrigue. Nosferatu. Alors, petite précision et coup de gueule d'avant-propos. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le mythe des vampires. C'est entre parenthèses, n'allez pas la voir, elle a beaucoup trop vieilli, mon niveau de montage a énormément évolué depuis, elle me fait un peu honte celle-là. Mais j'y ai expliqué que je détestais le Nosferatu de Murnau. Pourquoi ? Eh bien parce que Friedrich Murnau a voulu réaliser un film Dracula, sauf que Bram Stoker lui a répondu « Va te faire foutre, je ne vendrai pas mes droits », soit comme Murnau lui a répliqué « Nique-toi, je le ferai quand même ». Et voilà pourquoi je déteste profondément ce film. C'est un plagiat pur et simple, et c'est un truc que je ne tolère pas. Bref, je déteste ce film. Néanmoins, je sais reconnaître qu'il a apporté des bons trucs, non seulement au mythe du vampire, mais également dans sa manière de filmer. Il y avait des bonnes idées de mise en scène, quoi, ça. Mais dans l'ensemble, ça reste l'histoire de Dracula, quoi. Un notaire envoyé en Transylvanie pour vendre un manoir à un vieux conte vampirique, qui va ensuite traverser l'océan pour aller boulotter la gonzesse du notaire. C'est exactement la même intrigue. On aurait pu appeler ce film Dracula et redonner les noms d'origine aux persos, ça aurait rien changé. En dehors de ça, ce remake est vraiment très bien réalisé. Ça, c'est vraiment un très beau métrage, et il y a quelques originalités qui sont plutôt bien trouvées. Maintenant, j'admets que j'ai pas trouvé le film exceptionnel. Déjà, le fait d'avoir systématiquement la même histoire, bon, vous êtes sympa, mais ça ça me fait pas plus apprécier, quoi. Donc il est bon, très bon même, mais j'admets que il m'a quand même pas mal laissé sur ma faim. Psychokinésis. Alors, Psychokinésis, c'est un film coréen sur un homme qui développe un don de télékinésie. Sauf que le gars est un peu... pas un rebut de la société, mais... t'es pas loin, quoi. Il fait quand même partie de la frange la plus pauvre de la société, quoi. Ça... En plus de ça, sa fille et ses voisins sont victimes d'une multinationale qui n'hésite pas à user de violence pour les forcer à vendre leur propriété, en fait. Il va donc user de son pouvoir pour rétablir une certaine forme de justice. Et franchement, qui le lui reprocherait ? L'histoire est cool, c'est agréable à mater, mais c'est pas l'intrigue la plus originale au monde, quoi. J'ai aussi quelques regrets sur des points que le film aurait pu explorer et n'a pas essayé de creuser davantage. En dehors de ça, ça reste un très bon film, pas le meilleur que j'ai jamais vu, mais ça reste un excellent divertissement. Salem's Lot. De tous les classiques de Stephen King, Salem fait partie de ceux que je ne connaissais absolument pas. Mais genre, encore moins que ça. Salem's Lot, je ne connaissais même pas l'histoire de base. En l'occurrence, il s'agit d'un écrivain qui revient dans sa ville natale. Sauf que cette dernière a été désignée comme fief d'un vampire qui se met à transformer tous les habitants de la bourgade. Franchement, je m'attendais à une daube. Sauf qu'en vrai, le film, il est vraiment pas mauvais, quoi. Il est même sacrément sympa. Par contre, les personnages sont complètement creux. C'est littéralement des pages blanches qui n'ont pas d'autre personnalité que de suivre la continuité du scénario, quoi. Néanmoins, c'était un bon visionnage, avec quelques bonnes, voire très bonnes idées. Terminator 5 Genesis. Ah, là, je sens que je vais choquer pas mal de monde, là. C'est clairement pas le meilleur opus de la saga, hein, on va être d'accord là-dessus. Mais, à mon sens, le pitch de base... c'était une des rares nouveautés qu'on pouvait vraiment mettre en œuvre. On a repoussé le jugement dernier, sauvé Sarah Connor, John Connor, Kate Brewster, et ce jusqu'à l'arrivée de John au poste de commandant prophétique de la Résistance. Donc, littéralement, on a tout fait. La seule opportunité de continuer à jouer avec la franchise, c'était de jouer avec les temporalités alternatives. D'où le fait qu'on a changé la plupart des acteurs principaux, que ce soit John ou Sarah Connor, mais également Kyle Reese et le T-1000. Schwarzenegger étant le seul constant. Et surtout, Genesis niait totalement l'intrigue de tous les films en dehors du 1.
C'est vraiment, pour Genesis, il y avait que le 1 qui était canon. Même si je peux comprendre que ça n'ait pas fait forcément très plaisir aux fans du 2. Mais à partir du moment où t'acceptes que t'es dans une réalité alternative, t'acceptes beaucoup plus le film. Mais c'est vrai que les scènes copiées de 84 font assez tâche. La version en synthèse de Schwarzy est dégueulasse. Et il y a plusieurs éléments du scénario qui font vraiment rustine ajoutée au dernier moment pour faciliter la progression du personnage, quoi. En plus, l'antagoniste est probablement un des plus redoutables Terminator qu'on puisse avoir. L'inconvénient étant que son identité a été spoilée dès les bandes annonces. Comme quoi, il n'y a pas que Marvel qui fait cette connerie. Et maintenant qu'on en parle de celle-là, Thunderbolt, ou The New Avengers. Encore une fois, je m'attendais pas à ce que le film soit aussi agréable à mater. Franchement, des retours que j'avais, de l'incapacité de Disney à rester discret au point de spoiler eux-mêmes sur les réseaux de peur que le public ne soit pas au rendez-vous, couplé au reste de la phase 5 qui est très inégal en termes de qualité, hein. Et enfin, Thunderbolt, qui réussit à être plutôt malin et original sur pas mal d'aspects. C'est clairement pas un film parfait, hein, on est d'accord. Et il souffre encore de ses manques de prise de risque. Et j'ai trouvé les scènes dans l'obscurité un peu trop sombres. Vraiment, il y a des moments où j'ai fait... Non, on a du mal à y voir, quoi. Ça... Néanmoins, il a aussi de très bonnes idées, notamment pour le climax, et quelques idées et thèmes qui, à mon sens, sont plutôt intéressantes à suivre. Willard. On va suivre Willard, personne ne s'en doutait, un jeune homme assez mal dans sa peau, qui est partagé entre sa mère malade et un patron tyrannique dans son taf de merde. Sauf que notre héros va se découvrir un lien particulièrement intense avec les rats de son sous-sol, et va progressivement réussir à les domestiquer. Je trouve que le film est sympa, et réussit à avoir sa patte et son ambiance. Maintenant, je considère pas non plus comme un chef-d'œuvre à voir absolument, quoi. Bien, l'avant-dernière catégorie, avant le final. Ici se trouvent toutes les œuvres que j'ai vraiment adorées, mais qui n'ont pas accédé à l'étape finale, soit en raison de quelques petits défauts un petit peu chiants, soit parce que j'avais plus assez de place et que j'ai dû faire des choix. The Cell. Imaginez Inception, mais avec un tueur en série. Grosso modo, pour retrouver la dernière victime d'un serial killer plongé dans le coma, on va faire appel à une technologie nouvelle qui permet à une personne d'entrer dans l'esprit d'une autre. Évidemment, se projeter dans la caboche d'un schizophrène fétichiste adepte du meurtre, ça sera certainement pas un voyage très agréable. Pour un film sorti en 2000, j'ai trouvé que c'était quand même sacrément bien foutu. Pour tout vous dire, j'ai plus apprécié The Cell que Paprika. Il y a cependant un point de l'intrigue que j'ai trouvé complètement débile. Alors, je le conseillerais pas à tout le monde, mine de rien. C'est quand même assez dérangeant et il y a quelques touches de gore par instant. Donc, si vous êtes sensible, évitez de le mater. Sinon, je trouve que c'est un très bon divertissement. Deadpool et Wolverine. Le Marvel qui a pété tous les scores de box-office de 2024. À ce que j'ai vu, c'est carrément un des 20 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Pas mal, pas mal. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est un bon film ? On va se mettre d'accord tout de suite, hein, c'est pas parce qu'une œuvre a du succès que ça en fait forcément un chef-d'œuvre. La preuve, No Way Home a fait 500 millions de dollars de plus que Deadpool et Wolverine, alors que c'est une énorme bouse. Maintenant, qualitativement parlant, sans s'intéresser à l'aspect commercial, est-ce que le film est bon ? Oui, il est très bon même. Mais, il y a quand même quelques points assez bof. Notamment dans la logique du scénario et des univers parallèles. Et là, je pense que le problème vient surtout de Disney, en fait. Mais bon, je peux me planter. Le film est un énorme défouloir de 2h10, et il réussit à bien tenir sa barque avec un bon rythme, de très bonnes séquences d'action, un très bon humour, des bons effets spéciaux aussi. Hein, j'avoue que de la part de Disney, un film avec des CGI qui sont pas dégueulasses, ça commence à devenir de plus en plus rare, donc faut l'apprécier. Bref, pour moi, c'est un excellent film. Mais il a des défauts. Voilà, je peux pas dire le contraire. Evil Dead Rise, nouvel épisode de la saga Evil Dead, pour lequel il a quand même fallu que je fasse des recherches pour déterminer si c'était un épisode standalone, ou une suite à la trilogie originelle, ou une suite au reboot de 2013. Un reboot qui, de mémoire, avait été plutôt détesté, si je me plante pas, et bah c'est le cas en fait. Donc 10 ans entre chaque opus, prochain épisode en 2033. Et bah j'ai été sacrément surpris d'à quel point ils ont réussi à bien garder l'essence de la franchise,
mais en même temps, tout en remaniant grandement les mécaniques. Au lieu d'un groupe de jeunes, on s'attache à une famille et à leurs voisins, non pas dans une cabane en pleine forêt, mais dans un HLM ultra vétuste. Alors, dans les défauts, il y a certaines remarques de la gamine, vraiment la plus petite, qui m'ont paru assez creuses et pas naturelles. On peut faire des tests si vous voulez, mais franchement, il y a des répliques, je me suis dit, non, je suis pas sûr que les gosses, ce soit le premier truc auquel ils pensent. Hein, comme d'hab, c'est du Evil Dead, donc c'est très gore. Alors, si vous êtes sensible, ne le regardez pas. Mais le fait est que c'est toujours un gore, mais ultra grand guignolesque, avec tellement d'hectolitres de sang qui sont balancés dans tous les sens que ça devient plus marrant que vraiment violent, en fait. Vous voyez du coup la grosse différence entre le gore de Evil Dead et le gore de The Sadness, quoi. Il y en a un qui m'a fait marrer, l'autre qui me débecte. Du coup, si vous pensez que ça peut être votre cam, eh bah, perso, je vous le conseille. John Wick chapitre 4. Évidemment, si j'ai maté la série Continental qui se situe dans l'univers de John Wick, j'allais me mater tous les films avant. Et en l'occurrence, bon, la trilogie de base, je l'avais déjà vue, hein, je la connaissais déjà, mais j'avais pas encore maté le 4ème film. Alors donc le pitch, sans risquer de spoiler ceux qui n'ont pas vu ceux d'avant, John Wick, le plus grand tueur à gages du monde, se retrouve avec l'intégralité de la mafia du monde au cul. Voilà, donc il va à nouveau devoir sortir les armes pour s'en sortir. Alors, que dire de ce chapitre final? Que ça avait l'air d'être le dernier épisode, sauf qu'ils en ont quand même annoncé un 5ème. Très sincèrement, je vois pas comment ils vont faire, hein. Soit c'est un préquel, soit c'est pas possible, en fait, c'est juste pas possible. Il s'agit aussi de l'épisode le plus long de la saga, hein. Le premier durait 1h40 à tout péter, et à chaque film ça augmentait un peu plus. Là, le film dure pratiquement 3 heures. Alors, l'univers est toujours cool à suivre, les combats toujours super bien chorégraphiés, en plus ils ont fait venir Hiroyuki Sanada et Donnie Yen. Ah, voilà, si t'es fan, oui, ça fait plaisir. Et évidemment, fallait s'attendre à du lourd. Maintenant, il y a quelques points qui m'ont pas semblé super cohérents, et j'ai trouvé que c'était un peu long. T'as des séquences et des bastons, tu fais ouais, on les aurait raccourcis d'1 ou 2 minutes, ça aurait pas été de trop. Et t'as des séquences, effectivement, elles sont super cool, mais au bout d'un moment, ta suspension consentie de l'incrédulité, elle commence à regarder le film d'un drôle d'œil. Mais bon, en dehors de ça, ça reste un très bon film et je vous le conseille. Megan, alors l'histoire concerne Gemma, une roboticienne qui a conçu un androïde à l'apparence de petite fille, afin de concevoir le jouet parfait pour les enfants. Sauf qu'évidemment, les choses ont commencé à dérailler à mesure que la machine va dépasser son programme. En dehors d'être un film sur un roboteur, c'est surtout un film sur une IA qui devient trop performante, ou plutôt qui en apprend trop et tire des conclusions qui n'auraient pas dû l'être. Pour l'intrigue, il y a quelques passages un peu prévisibles, notamment avec le jardin d'enfants et la petite brute. Tout le monde l'a vu venir, hein, c'est le classique de chez classique. Et à l'inverse, t'as d'autres moments qui sont super bien écrits. Après, il y a aussi quelques points que j'ai pas trouvé franchement cohérents et qui pour moi étaient vraiment le principal défaut du film. Alors, cette année est sortie Megan 2.0, donc la suite, que j'ai pas encore regardé, et qui a l'air complètement débile. Mais volontairement débile. Donc je le materai, et rendez-vous au Top Flop de 2026 pour savoir ce que j'en aurais pensé. Alors, Scream 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fait une grande chaîne là. J'avais déjà vu le premier Scream il y a quelques temps pour l'Universalist sur les tueurs en série. Le lien est en description, toujours. Et je suis pas un giga fan de base de tout ce qui est horreur. Et alors, pour ce qui est des slashers, je déteste. C'est un des genres de films qui me gave. Franchement, je trouve ça tellement débile et ultra prévisible, quand en plus ça déborde pas d'incohérence. Vraiment, c'est un genre qui, moi, m'horripile. Néanmoins, j'avais trouvé le premier film particulièrement intelligent et efficace dans sa manière, justement, de jouer avec les codes du genre. Et je me suis dit, allez, on va tenter un marathon, ne serait-ce que pour ma culture cinématographique. Et en l'occurrence, comme à chaque fois avec les franchises, plus ça avance, moins c'est bon, en général. Et là, je suis quand même étonné de voir à quel point la saga a su rester intelligente et réfléchie, et a vraiment posé des bonnes questions sur son médium, pendant vraiment à chaque épisode. Bon, j'ai été moins enthousiasmé par le deuxième film, que voilà, j'étais moins dedans, et le côté teen movie à la fac m'a un petit peu plus laissé sur ma faim, quoi. Même si ça reste qualitatif, quoi. Maintenant, il y a quand même quelques défauts dans la saga, hein. D'ailleurs, un défaut qui, personnellement, me fait énormément marrer, et qu'il faudrait peut-être mettre au goût du jour pour essayer de jouer dessus. Ghostface est probablement le boogeyman qui se fait le plus tarter la gueule.
En même temps, c'est normal, c'est qu'un humain. Sauf que ce serait bien que ça ait un peu plus de conséquences, quoi. Quand tu vois tout ce qui se mange dans la tronche, c'est étonnant, ça ait jamais aucun impact. Ok, il a un gilet pare-balles, mais son masque il est pas rembourré, quoi. Je pense que le tueur, c'est toi. Comment t'as deviné? Je viens de laminer Ghostface dans un couloir. Et toi, tu te ramènes, t'as un œil au beurre noir, 2 dents en moins et 3 bleus sur la tronche. Bizarrement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais bon, ça reste des très très bons films et je vous encourage si vous ne connaissez pas la saga Scream. Ah putain, c'est... Alors, certains auront peut-être déjà entendu parler de ce film, notamment grâce à l'émission What the Cut il y a quelques années, qui avait fait l'épisode de spécial Inde. Et j'avoue que pendant des années, j'ai eu très envie de découvrir ce long métrage en intégralité. Je voulais vraiment savoir comment c'était, si c'est vraiment juste un délire complètement débile ou si c'était vraiment un bon film. Alors, j'ai pu mettre la main dessus. Malheureusement, bon, de toute façon c'est que de la VOST, hein, il n'y a pas de doublage français. Mais en fait, les seuls sous-titres qu'il y avait, je pense qu'ils avaient été faits par IA. Parce que t'avais vraiment des moments où les mots étaient très bizarrement choisis. Tu pouvais comprendre la logique en connaissant la langue de base et tout ça. Mais voilà, c'était pas beau. L'histoire est donc celle de Bajirao Singham, petit flic de campagne aussi fort que juste et honnête, qui va s'attirer les foudres d'un tyran corrompu, qui a l'intention d'en faire sa nouvelle tête de turc. Et là, j'avoue que le film m'a énormément surpris. Franchement, ça avait l'air de base d'être le film ultra bourrin où le héros va tout résoudre à coup de claque dans la gueule, quoi. Eh ben pas du tout. Enfin si, techniquement si, mais pas trop. J'explique. En fait, quand le héros a sa mutation et donc il arrive dans la ville qui est complètement tenue par le mafieux, il se rend bien compte que tout le monde est corrompu et donc il peut pas agir à sa manière parce que à la moindre tarte qui colle au méchant, ça se retournera contre lui. Toute sa hiérarchie se retourne contre lui. J'ai même trouvé la seconde partie du film quand même assez dark, mine de rien, sans compter que le héros est pas infaillible, hein, il a ses moments de doute. Alors, on peut toujours critiquer parce que il y a effectivement des points qui sont assez faciles, qui sont bons. On va dire ça simplifie un peu le scénario, quoi. Mais étonnamment, ça m'a pas tant dérangé que ça. Pour moi, c'était plus une vision très optimiste, certes, mais d'un optimisme qui m'a fait plaisir, quoi. Oui, si on pouvait se débarrasser de la corruption comme ça, je suis totalement pour, hein. Moi ça me dérange pas. Cependant, je vous invite à ne pas juger le film sur ses 45 premières minutes, parce que c'est extrêmement bateau, voire un peu misogyne et débile. Voilà, là vous êtes prévenus. Là. Quoi qu'il en soit, Singham, hein, que malgré un début assez fade, je trouve que c'est un très bon film, et je vous encourage à le découvrir. Until Dawn. Alors, quand l'annonce a été faite d'une adaptation au cinéma de Until Dawn, ma première réaction ça a été c'est quoi cette idée de merde? Pour ceux qui connaîtraient pas, à la base, Until Dawn est un jeu vidéo, un slasher à choix multiples, où en fonction des décisions que vous allez prendre et des actions que vous allez réussir, bah vous pouviez avoir différents embranchements qui allaient se suivre. Par exemple, c'est un des seuls jeux vidéo où tu peux réussir à faire survivre toute ton équipe, ou au contraire voir tout le monde mourir. Et c'est ça le principal intérêt du jeu, c'est que l'histoire, le final de l'histoire surtout, dépend entièrement de tes choix. Donc, en faire un film qui, par définition, ne te laisse pas le choix, l'idée est foireuse, quoi, de base. Sauf qu'en fin de compte, le long métrage réussit à être beaucoup plus intelligent qu'on aurait pu le craindre. Déjà, exit l'intrigue et le casting du jeu, hein, le film aura ses propres protagonistes et une intrigue radicalement différente. Par ailleurs, il inclut une mécanique qui est... Alors, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est carrément révélé dans les bandes annonces, mais malgré tout, je vous inviterai à découvrir le film sans rien en connaître. Je pense que la surprise sera d'autant plus appréciable. Et franchement, j'ai vraiment kiffé le film, quoi. Le cast est convaincant, c'est très bien filmé, et tous les personnages sont sympathiques, parce que voilà, dans les slashers, c'est souvent un peu le problème, c'est que, bon, bah, toi, lui, il va crever, on a foutre, c'est un connard. T'as pas de tête à claque que tu veux absolument voir crever, donc là-dessus, pour moi, c'était un bon point. Sinon, ouais, il y a quelques petits défauts, notamment avec une séquence avec le téléphone portable, mais bon, pour moi qui sort un petit peu de nulle part. Mais vraiment, pour moi, c'était un très bon visionnage, j'ai vraiment apprécié le film, et je trouve que c'est une des adaptations de jeux vidéo parmi les plus réussies qu'on ait pu avoir.
Vermine! Amis arachnophobes, au revoir. Non, sans déconner, si vous n'aimez pas les araignées, allez au timecode. Mais genre tout de suite, parce que c'est le... Vous allez pas aimer, de toute façon. C'est bon, tout le monde est parti? Ok. Alors perso, je suis pas phobique des araignées. Je les aime pas particulièrement, mais je les déteste pas non plus, quoi. Hein, ça... Faut leur taf, les pauvres. L'histoire, c'est qu'un petit jeune de banlieue passionné par les insectes va ramener chez lui une araignée exotique extrêmement dangereuse, qui, manque de bol, va très vite s'échapper et causer la panique et la mort dans tout le HLM. Alors, c'est super bien filmé, les acteurs sont vraiment excellents, les effets spéciaux et la menace sont, dans l'ensemble, sacrément crédibles. Bref, dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment devant. Sauf pour le final, qui m'a semblé pas crédible une seule seconde. Franchement pas. D'ailleurs, j'ai un gros problème avec la logique même de la nature des araignées. Pour moi, c'est le... Non, c'est pas logique d'avoir un truc comme ça dans la nature. Pour moi, les bestioles ne sont pas cohérentes. Alors, s'il y avait eu un truc du genre, ouais, en fait, c'est des araignées mutantes ou des trucs aliens ou je sais pas quoi, là j'aurais dit, ok, on aurait pu accepter la biologie un peu what the fuck, mais là tu me dis, non, c'est des araignées purement terrestres, c'est juste elles viennent d'un autre pays, non, tu as des araignées vraiment comme ça dans notre monde. Le monde est foutu, de base. le pays d'où elles viennent, il est envahi en très peu de temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir que ça fonctionne comme ça. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est un très bon film d'épouvante. Vice Versa 2, hein, je suis un énorme fan du premier film, hein, que j'ai revu pour cette occasion d'ailleurs, et qui me fait toujours autant chialer. Voilà. Alors, pour passer certains détails, j'ai vécu certains événements assez similaires à ceux de l'héroïne, donc... ouais, ça... Tu vois la corde sensible là? Bing, 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 bing. Voilà, ça, c'est... Ah, bien vibré là pour le coup. Donc, niveau souvenir, empathie et résonance émotionnelle... Ah, ça visait juste quoi. Alors qu'en est-il de cette suite? Pour le pitch, c'est simple. Riley a désormais 13 ans, elle atteint la puberté, ce qui engendre une apparition de nouvelles émotions, dont la principale est l'anxiété, qui va finir par imposer sa manière de voir les choses. Je me sens absolument pas visé. Alors ce deuxième film m'a moins touché que le précédent. Ce qui est assez logique en fait, hein, c'est déjà assez exceptionnel d'avoir autant d'atomes crochus avec une œuvre, alors deux à la suite ça aurait été un sacré coup de bol. Néanmoins, l'écriture est toujours très bonne, le personnage de Riley est toujours aussi attachant, j'ai toujours autant d'empathie pour elle, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins souvent les larmes aux yeux. Après... il me semble qu'il y a quand même des contradictions entre le premier et le deuxième film. Alors oui, effectivement, bon, ça se passe dans un environnement mental, donc qu'il y ait des changements au cours de la vie, bon, pourquoi pas. Mais là, ça me semble assez bizarre quand même. Hein, c'est genre, le QG cérébral qui est au milieu d'un énorme vide où on envoie les souvenirs pour qu'ils soient effacés, en fait. Hein, c'est ça, c'est un des principaux trucs qu'on découvre dans le 1. Et dans le 2, non, c'est plus ça. Maintenant, c'est un autre truc avec je crois que c'est les différents trucs d'émotion. Vraiment, quand tu viens de voir le premier film, tu fais... Mais c'était pas ça avant. Alors, peut-être que, oui, effectivement, on peut dire, bon, c'est une cartographie cérébrale, donc on peut dire que c'est un petit peu modifié avec la puberté, donc voilà, pourquoi pas. Mais ça m'a un peu fait tiquer quand même, quoi. Le Vourdalak. Ouh. Alors celui-là, ça se sent que le budget, il était pas très élevé. Déjà dans le grain de la pellicule, hein, on va dire. Si tout au long du film, on m'avait dit c'est un film qui date des années 1980, bah je l'aurais cru. Parce que malgré le fait que ce soit sur écran large, t'as un côté... ouais, un petit peu vintage, un peu ancien, c'est moins net que ce qu'on pourrait avoir à l'heure actuelle. Il n'y a pas de CGI, uniquement des effets bruts, qui parfois rendent assez ridicule, bon. Mais en même temps, ça colle avec l'esthétique un peu vieillotte du film, donc perso pour moi ça m'a pas dérangé. Le pitch, nous allons suivre le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé, aristocrate français venu en Europe de l'Est pour une mission diplomatique, qui se retrouve sans escorte pour y vivre, et on lui indique la maison du vieux Gorcha pour obtenir de l'aide. Malheureusement, ce dernier est devenu un Vourdalak, je vous laisse découvrir ce que c'est, et est donc devenu une menace pour toute la famille. Alors dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon film. En plus de ça, il est assez court, il est très bien rythmé, il y a quelques micro-touches d'humour que j'ai trouvé particulièrement bien foutues. Maintenant, l'intrigue est quand même assez prévisible sur certains points. Même si elle a quand même le mérite de pas mal dépoussiérer le mythe du vampire. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Bien! On
On y est enfin. C'est l'heure du top de mes meilleures découvertes cinématographiques de 2025. Alors, ce film, je l'ai découvert d'une façon un peu particulière. Il se trouve que je faisais une recherche YouTube sur Laboratorium Tieszny, qui est un groupe de chanteuses folkloriques polonaises, et je suis tombé sur un clip de musique en rotoscopie. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, la rotoscopie, c'est le fait de filmer des acteurs pour ensuite redessiner par-dessus. Pour faire un dessin animé, mais avec les mouvements et les mimiques les plus réalistes possibles. Et c'était vraiment très cool, non seulement dans la musique, mais aussi dans le visuel, quoi. Je vous mets le lien en description au passage. Ne parlant pas le polonais, j'ai supposé que Ślopy, donc le titre de la musique, c'était en fait le nom du groupe original avec qui le Laboratorium Tieszny avait fait un featuring, en fait. Sauf qu'en cherchant, je tombe sur un autre clip vidéo, qui lui fait plus office de making-of pour le premier, et je me dis, c'est bizarre, il y a pas mal de scènes qu'on n'a pas vues dans le clip, c'est assez étonnant, Et en poussant encore plus mes recherches, je suis tombé sur des bandes annonces. Et c'est là que j'ai compris, ah d'accord, en fait à la base c'est un film. C'est un film et le clip de musique c'est de la promotion. Du coup, emporté par la curiosité, j'ai voulu découvrir ce qu'était ce film Ślopy, retraduit dans mon contrée par La jeune fille et les paysans. Et pour le coup, on peut pas du tout accuser la trad de s'être plantée parce que c'est exactement ça. Nous allons donc suivre les mésaventures de la jeune Yagna, une petite paysanne qui a l'avantage d'être la plus belle demoiselle du village. Ce qui fait qu'absolument tous les mecs lui comptent Florette. Le problème, c'est que la pauvre va se retrouver mariée de force au premier fermier, un homme aussi riche que vieux, et ça va entraîner tout un tas de problèmes, notamment dû au fait que la gamine étant un peu indépendante va se retrouver avec, désolé pour le terme, une réputation de chienne en chaleur, et il y a tout un tas de trucs qui se passent. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais de base, tu comprends bien que la pauvre meuf, à la base, elle voulait juste qu'on lui foute la paix, quoi. C'est parce qu'on l'a forcé à en venir là que la situation est devenue problématique à plusieurs niveaux. Donc, pour moi, l'histoire, elle est très bien foutue. C'est pas non plus l'histoire la plus palpitante de tous les temps, j'avoue, mais elle a le mérite de pas traîner en longueur et d'avoir un bon rythme. Le jeu d'acteur est vraiment très très bon, notamment pour certains personnages. Personnages qui donc sont majoritairement assez gris, c'est pas genre, voilà, il est totalement gentil ou totalement méchant, non, là c'est même le premier fermier, donc le gars que la meuf est forcée d'épouser, oui, il y a des aspects où c'est un gros connard, et il y en a d'autres, tu fais... je le comprends un petit peu quand même, ouais, T'as vraiment des scènes où un personnage peut aller de A jusqu'à Z sur l'échelle de l'appréciation, quoi, Je reprends l'exemple du vieux fermier. À un moment, tu as une scène où il a surpris quelque chose. Et il est face au coupable avec une fourche. Tu sens qu'il pourrait lui planter carrément sa fourche dans le bide et être totalement dans son droit. C'est la paysannerie du 19e siècle, mine de rien. Et pourtant, tu vois que le gars se retient. Il a les larmes aux yeux. C'est vraiment le truc. Pour lui, c'est ressenti comme une trahison. Et pourtant, il se retient. Il s'efforce de maîtriser ses envies de vengeance. Donc vraiment, là, niveau gestion des personnages et casting, excellent. Ça, j'ai rien à redire. Et enfin, le visuel, la rotoscopie. Alors, d'ordinaire, je suis pas giga fan de la rotoscopie. Je vais être franc, souvent je trouve ça moche. je trouve souvent ça moche. Par exemple, Undawn, qui est une série que j'adore. La saison 1 est géniale, la saison 2 est... Ignorez-la, elle n'existe pas, ignorez-la. Mais Undawn est faite en rotoscopie. Je trouve le visuel moche. Je suis désolé, on se serait contenté d'une série live, ça aurait été plus joli à regarder. Ceci dit, ça aurait peut-être coûté plus cher en effets spéciaux. Mais alors là, bon déjà je trouve le style vraiment joli, je trouve que ça donne vraiment une patte graphique à l'ensemble, je trouve que le film est absolument magnifique. Mais je m'étais dit, bon... Ils ont dû utiliser un filtre Snapchat ou une connerie comme ça pour que ce soit rapidement fait, quoi. Jusqu'à ce que arrive le générique de fin, qui te montre les artistes au boulot. Ils ont pris chaque frame du film et ils en ont fait une peinture pour chaque putain d'image. J'ose même pas imaginer le boulot de titan que ça a pu être. Sans compter qu'ils auraient pu juste redessiner par-dessus et puis sans plus de fioritures. Non, ils lui ont donné un aspect peinture à l'huile de l'époque.
ça marche, c'est super beau. Il y a vraiment quelques scènes qui sont vraiment aidées par le système de la rotoscopie. Bon, c'est pas des plans qui sont hyper nombreux, mais quand tu les vois arriver, ah, c'est beau. Oui, c'est beau là. Bref, le film est vraiment très cool. Ça représente vraiment la vie des paysans de l'époque. Comme j'ai dit, ça devait être le 19e siècle, un truc du genre. L'histoire est plutôt sympa, et visuellement, c'était une très très bonne expérience. Donc, je vous recommande vivement La jeune fille et les paysans. Je m'attendais tellement pas à l'apprécier ce film. Mais je m'attendais vraiment pas à autant le kiffer. Natacha presque hôtesse de l'air est l'adaptation de la bande dessinée Natacha hôtesse de l'air, qui sert donc de préquel, et qui était publiée à la base dans les années 60, il me semble. Et comme le film choisit d'être un préquel de la BD, bah du coup il base son intrigue en 1963, il me semble. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Donc oui, c'est les années 60, mais il y a tellement de petites pointes d'anachronisme ou de vannes cachées sur notre époque. J'ai vu les trucs. Ok, film, t'as bien réussi ton coup là. J'admets. Après, je préviens tout de suite, je suis pas un grand connaisseur de la BD Natacha. Si jamais par hasard j'ai déjà lu un tome, ça a vraiment pas dû me marquer parce que j'en ai aucun souvenir. Donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Ça, j'en serais incapable. Par exemple, pendant toute l'intrigue, on a une voix off, un narrateur qui explique un petit peu des trucs, sauf que les personnages l'entendent et réagissent à ses commentaires, quand ils vont pas carrément s'engueuler avec lui. Donc, petite question aux connaisseurs, est-ce que c'était la même chose dans la BD, ou est-ce que c'est vraiment spécifique au film? Là, je serais pas contre avoir votre avis. Bref, quand est venue l'annonce de l'adaptation d'une BD franco-belge de Natacha, voilà, j'étais pas hyper hypé, quoi. C'est, en général, une adaptation de BD en France, au mieux, ça donne un truc, ouais, sympa sans plus, et au pire, ça devient juste une insulte. Donc, quand j'ai lancé le film, pour moi, d'office, il allait finir dans les flops. Eh ben, c'était pas le cas. Du coup, je vous cache pas que je suis vraiment le premier surpris à avoir autant apprécié le film. C'est parce qu'il est putain de drôle. Vraiment, il y avait des scènes, j'étais mort de rire, tellement les vannes étaient super bien trouvées. Alors, certains m'ont dit que, ouais, mais il y a des scènes qui sont quand même vachement ridicules. Oui, je suis d'accord. Mais, c'est là où nos avis divergent. Pour moi, c'est un ridicule, mais ridicule de BD franco-belge. Genre, une scène de début où l'héroïne doit passer un entretien pour devenir hôtesse de l'air, et en fait, on lui demande de tenir un plateau, de sauter sur un trampoline, et en même temps de faire un grand sourire comme ça pour voir si elle arrive à tenir. Le visuel est ridicule, mais je me dis, c'est tellement le genre de blague que tu peux voir dans une BD franco-belge. Pour moi, c'est totalement à sa place. C'est totalement une débilité qui est à sa place. Et je peux comprendre que tout le monde soit pas fan. Oui, c'est ridicule, oui, c'est débile, mais pour moi, c'est une forme de burlesque qui est volontaire. Qui est vraiment un hommage à son médium d'origine. Alors, encore une fois, je compare une grande majorité des BD franco-belges de l'époque, et pas spécifiquement à celle de Natacha. Les acteurs sont tous très bons, très convaincants dans leur rôle. L'intrigue, pareil que l'humour, est assez classique de cette ambiance de BD des années 60-70. Donc, c'est simpliste, c'est gentillé, c'est pas du tout méchant, même si t'as un peu de critique sociale derrière. Donc, je pense que vous risquez pas grand-chose à tenter l'expérience, en étant tout de même averti de l'aspect volontairement ridicule de certaines scènes. Mais, très franchement, si toutes les BD franco-belges pouvaient être adaptées avec ce niveau de qualité, ah mais vous me faites des adaptations live comme ça de Mélusine, du Scrameustache ou de Yoko Tsuno, moi je suis le premier à apprécier, hein. L'histoire est celle d'un groupe de criminels engagés pour kidnapper la fille d'un individu extrêmement riche et qui vont devoir la surveiller pendant 24 heures. Sauf qu'ils vont se rendre compte que la gamine n'est pas aussi fragile qu'on pourrait le croire. Alors, très honnêtement, il y a un gros défaut que je reprocherai au film, défaut qui est exactement le même que pour La Demoiselle et le Dragon. On sait déjà quelle est la menace. On sait d'office que la gamine est une créature extrêmement dangereuse qui va s'attaquer à l'équipe. Et malgré ça, le film essaie de nous faire croire que non, il y a une menace, mais on voit pas trop ce que ça pourrait être.
Aucune idée, non. Je sais pas. Pourquoi vous passez les 50 premières minutes à essayer de nous faire croire que non, elle est complètement innocente. Non, on sait que non, elle l'est pas. Quoi. Alors, si encore, il y avait eu que les kidnappeurs qui étaient vraiment dans le flou, et tandis que nous, en tant que spectateurs, on voyait bien que c'était la gamine qui les massacrait. Là, j'aurais rien dit. Mais non, visiblement, le réalisateur, il devait s'attendre à ce qu'on soit surpris, sincèrement surpris par la révélation de « Oh bah dis donc, la gamine est un vampire !» On le sait, connard. Sincèrement, pour être surpris par le truc, faut pas avoir vu l'affiche du film, faut pas avoir vu la bande-annonce, faut pas avoir lu le résumé, faut vraiment découvrir le film comme ça, quoi. C'est littéralement le seul et unique moyen de pas se faire spoiler. Voilà, ça pour moi c'était le très très gros défaut du film, et c'était vraiment le principal truc que je reproche. En dehors de ça, c'est juste un très bon film. Les différents personnages sont bien caractérisés et les acteurs sont bons, hein, notamment la gamine. Quand on dit que la principale menace c'est une petite fille en tutu, ça va pas me faire peur, quoi. Je suis désolé. Si, je peux vous garantir que la gamine réussit à être crédible dans son rôle. Niveau effets spéciaux, j'avoue que s'il y a de la CGI, j'avais pas trop vu. Majoritairement, ça a plutôt l'air d'être des effets en dur, parce qu'à l'exception de quelques giclées de sang numérique, ça m'a l'air plutôt bien foutu comme truc. À part ça, perso, j'ai rien vu. Pour être franc, un des seuls points de CGI qui m'a fait tiquer au niveau des effets, c'est un moment dans le film, tu as un des persos qui s'est retrouvé avec un truc planté dans l'épaule, il me semble, et il faut lui enlever, et t'as la caméra qui est bien en train d'insister dessus, et quand tu vois le truc qui s'enlève, mais avec un bon gros plan dessus, ça se voit pas que c'est fake, mais c'est pas naturel non plus. En dehors de ça, j'ai passé un très bon moment devant le film. Les psychologies sont crédibles, les personnages sont dans l'ensemble très sympas à suivre. Ah oui, bien sûr, on aurait pu avoir un peu plus, mais pour un petit film d'horreur, qui cherche pas à être autre chose qu'un petit film d'horreur, non, je trouve qu'il joue parfaitement son rôle. Pour moi, c'est amplement suffisant. Donc, conclusion, c'est un bon petit film d'horreur que je vous recommande vivement. Alors, je préfère préciser quand même que certains passages sont assez gore. C'est pas la fiesta à l'hémoglobine, hein, non plus, hein, mais t'as quelques scènes assez trash quand même. Le premier film The Raid, sorti en 2012 il me semble, c'était une œuvre coup de poing. On suivait une unité de police d'élite qui faisait une descente, en fait, un raid, dans un immeuble qui était complètement contrôlé par la criminalité. Et on suivait notamment un des policiers qui était expert en arts martiaux. Je sens qu'il y en a qui vont se dire, mais dis donc, le pitch ressemble vachement à celui de Dredd, Oui, complètement, je me suis aussi fait la remarque quand j'ai vu Dredd pour la première fois, ça ressemble vachement au scénario de The Raid, en fait, Étonnamment, je fais partie des rares personnes qui soulignent le truc. Dans le reste de mes connaissances, oh non, je vois pas du tout le rapport. Ouais, enfin, c'est quand même un peu évident, quoi. Donc, 2 ans après la sortie du premier The Raid, est sorti l'épisode 2, que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Alors, avis aux fans du premier film, c'est pas du tout la même ambiance. Premier opus, il devait durer, je sais plus, 1h30, 1h40, hein, dans ces eaux-là, donc relativement court. The Raid 2 dure presque 3 heures. Et là, on est plus axé sur une infiltration dans la mafia. Donc voilà, gros changement d'ambiance avec le héros du premier film qui est forcé de jouer les flics infiltrés. J'ai eu un peu de mal à me mettre dans le bain au début, parce que je m'attendais vraiment pas à une intrigue pareille. Et après, j'ai réussi à me laisser embarquer. Alors, que dire de l'histoire elle est cool. Le scénario, il est globalement simple et il va relativement vite au début. Hein. Éventuellement, je pourrais faire un reproche sur le fait que vous avez intérêt à avoir une bonne mémoire des noms. Parce qu'à un moment, t'as un mec qui cite plein de noms de personnages qu'on a déjà rencontrés à la suite, et j'étais un petit peu... Ouais, je sais plus qui est qui. Franchement, j'avais complètement zappé. C'est pas dérangeant outre mesure, hein, c'est un peu pénible, mais bon, sans plus. Mais le gros point à juger dans ce genre de film, évidemment, ce sont ces scènes d'action. Et est-ce que les combats sont bons dans The Raid 2 ? Putain, oui ! Si vous avez vu le flop des films, le lien est en description toujours. Je parlais de Demon City, hein, que je considérais comme pas forcément très bien chorégraphié, mais qui avait quand même quelques fulgurances, des bonnes idées dans ses chorégraphies. The Raid 2 éclate Demon City à tous les niveaux. Les combats sont ultra dynamiques et péchus, ils sont très brutaux tout en étant extrêmement bien chorégraphiés et filmés, et au niveau des bonnes idées, mais ça fourmille quoi. Alors, y aurait-il des reproches à faire ? Ouais, pour le boss de fin, on va dire. Donc le seul qui est à peu près du niveau du héros. Là, j'ai trouvé le combat un peu long.
On l'aurait raccourci de 30 secondes, 1 minute. Voilà, ça aurait pas été dérangeant. Et évidemment, si vous êtes un peu trop sensible, ne le regardez pas, hein, parce que quand je vous dis que c'est brutal et violent, c'est brutal et violent. Le sang coule peut-être pas par hectolitre, mais enfin vous allez quand même avoir un bon paquet de giclées quand même. Franchement, j'ai absolument pas vu les 2h50 passer. J'ai vraiment pris mon pied à suivre l'intrigue, et ce sera avec plaisir que je vous le recommanderai. Alors, c'est très particulier comme film, et je garantis pas que tout le monde sera fan. Grosso modo, il s'agit d'une adaptation d'une quête de la mythologie arthurienne, qui concerne notamment le jeune chevalier Gauvin, qui va relever le défi d'un chevalier vert. Ce dernier impose un défi au chevalier de la table ronde, quiconque le blessera devra accepter de le revoir 1 an plus tard, pour recevoir exactement la même blessure. Or, Gauvin fait la connerie de le décapiter, ce qui n'aurait peut-être pas été aussi grave si le chevalier vert n'était pas reparti avec sa tête sous le bras comme si de rien n'était. Alors, pendant que je me matais le film, je pensais que c'était une histoire complètement originelle, que cette quête-là avait été inventée pour ce film. Pas du tout. C'est vraiment une adaptation d'un roman du 13-14e siècle, un truc du genre, qui s'appelle Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Alors je vais commencer par les qualités du film, il est très beau. L'essentiel des décors, des costumes, des maquillages est super bien fait. Les acteurs sont très bons et l'histoire est, mine de rien, quand même assez inédite. Hein, je pense pas que beaucoup de gens pourraient s'attendre à ce genre d'intrigue, ce qui du coup donne un aspect assez neuf à l'histoire et à l'ambiance. En termes de défauts, la CGI. Alors, il y en a pas beaucoup, je le reconnais, et ils sont majoritairement axés sur quelques petits éléments, dont ce putain de renard. Et non, c'est pas beau là. C'est même très moche. Ça se renifle à 1 kilomètre que ça a été fait avec des images de synthèse. Et pour le coup, je regrette presque qu'ils aient pas utilisé un vrai renard pour ces scènes. Je suis désolé, un renard, c'est un animal qui peut être dressé. Ça aurait permis de concentrer la CGI sur seulement 2-3 petits éléments. Ça aurait fait une sacrée économie de budget, et ça aurait sûrement mieux rendu. Il y a aussi un certain abus de plans séquences et de plans fixes. Très franchement, on aurait coupé juste une dizaine de secondes plus tôt, ça aurait juste amélioré le rythme en fait. Parce que vraiment t'as des moments où tu dis putain là le film il prend vraiment un peu trop son temps quoi. Vient ensuite le point qui là va vraiment être un pivot dans votre appréciation. Parce qu'au début je voyais vraiment ça comme un défaut, et plus l'histoire progresse et que je réfléchissais un peu dessus, je me suis dit bah non en fait c'est parfaitement à sa place. Parce qu'il faut vraiment voir ce film comme une légende qui a été portée à l'écran. Si vous lisez des histoires de la mythologie grecque ou la mythologie arthurienne, on a cet élément en fait, ce petit défaut on va dire, qui aujourd'hui passe très mal, mais bon, pour l'époque c'était habituel, c'est-à-dire le côté un peu lisse et facile, avec des événements qui arrivent et qui n'ont pas vraiment de sens ou d'intérêt en fait, quelques retournements miraculeux, genre le passage avec les géants, clairement la scène est passée, tu fais ça servait à quoi en fait? Franchement ça ne sert à que dalle. On aurait coupé ce segment, ça aurait rien changé à l'intrigue, et personne se serait rendu compte qu'il manquait un truc en fait. Pareil, tu as le cas du renard, clairement tu devines que c'est pas juste un renard, mais t'as aucune info sur ce que c'est. Tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas pourquoi il est de Gauvin, Pareil avec le cas de la hache. Sans aucun spoil, à un moment, le héros va perdre la hache qu'il est censé ramener au chevalier vert. Mais genre là, quand tu vois la situation qui s'est passée, tu fais, il la retrouvera jamais. C'est juste pas possible, c'est le truc, ta quête elle est foutue quoi. Sauf que, quelques dizaines de minutes plus tard, le mec retrouve la hache, littéralement, posée sur son chemin. Il y a aucune raison qu'elle soit là, c'est juste Deus Ex Machina. Voilà, c'est bon, on t'a rendu ton arme, tu peux continuer. Et vous comprenez maintenant ce qui peut être dérangeant avec le film. Si vous vous attendez à quelque chose qui va être purement logique et crédible, regardez pas. Regardez pas The Green Knight, vous allez pas aimer. Parce que ça va juste vous décevoir et vous passerez probablement pas un bon moment devant. En revanche, si vous prenez le film comme une légende qui a directement été transposée sur grand écran, et bah ça passe beaucoup mieux et il y a de fortes chances pour que vous rentriez beaucoup plus facilement dans le délire. Même s'il faut vraiment aimer le genre quand même, hein, je vous le cache pas. Pour ma part, je considère que c'est un très bon film et je vous le recommande chaudement.
Oompa loompa toupa didou. Pardon. Wonka, donc, est un film comédie musicale sorti en 2023 et qui est un préquel au Charlie et la chocolaterie de 1970. Mais le truc qui aujourd'hui a l'air bien cringe et limité. Nous allons donc suivre le tout jeune magicien chocolatier Willy Wonka qui a l'intention d'ouvrir sa boutique pour partager ses créations avec le reste du monde. Mais va se heurter à l'avidité de 3 grands pontes de la confiserie qui ont l'intention de lui pourrir l'existence. Alors que dire du film? J'ai eu un peu de mal au début. Alors principalement parce que ça commence par une chanson qui est, à mon sens, pas oufissime. Mais au fur et à mesure que ça progresse, tu te fais happer par l'histoire. Et là, on va arriver à un cas où l'ambiance aide énormément. L'univers de Charlie et la chocolaterie, c'est un monde qui est assez fantaisiste, assez délirant et bon enfant surtout. Et avoir ce contexte rend le visionnage vraiment spectaculaire dans le sens bonbon pour les yeux. À partir du moment où tu rentres dans le délire, t'as plus aucun problème avec le film. À partir du moment où on te dit tu as un endroit hyper secret qui a été gardé par des moines accros au chocolat, ok, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Par exemple, les effets spéciaux qui sont majoritairement très bien faits, hein, je dis pas le contraire, mais tu vois que c'est de la CGI. Tu peux pas honnêtement te dire non, ça c'est totalement réaliste et tout, non, ça se voit. C'est pas dégueulasse, mais ça se voit. Mais c'est pas gênant. C'est pareil, en fait, ça contribue à l'atmosphère un peu irréelle du métrage. Pareil avec les personnages qui sont, dans l'ensemble, assez caricaturaux, hein, notamment les méchants. Il y a beaucoup de chansons que j'ai trouvées très agréables, quelques références aux films de 70, sans pour autant sombrer dans le fanservice de bas étage. Pas mal de scènes sont drôles, voire très drôles. Encore une fois, quand j'ai lancé le film, je m'attendais pas à autant me marrer. Les acteurs sont tous convaincants, c'est beau, c'est merveilleux, c'est très agréable, et je me ferai un petit plaisir de le déguster une nouvelle fois. Bon, il y a quelques points un petit peu prévisibles, mais dans l'ensemble, le film réussit à relativement toujours surprendre. Conclusion, si vous n'avez jamais vu Wonka et que vous êtes à la recherche d'un film qui vous fasse rêver et un peu replonger en enfance, eh ben, je vous encourage très fortement à le savourer. Ce petit film taïwanais, je l'ai un peu découvert par hasard, en surfant un peu au pif sur le net, et je l'ai trouvé incroyable. Grosso modo, l'intrigue prend le contre-pied des films de fantômes ordinaires, vu qu'on va suivre le monde des morts, organisé en société de showbiz façon Hollywood, et pour qui terrifier des vivants est une manière de gagner sa life. C'est assez bizarre de dire ça comme ça. On va donc suivre une jeune fantôme un peu loseuse, je sais pas pourquoi je dis un peu, en fait c'est complètement une loseuse, mais de A à Z, elle est nulle à tous les niveaux. Sauf que comme elle est un peu sur le point de disparaître, elle va pas avoir d'autre choix que de se lancer dans une carrière post-mortem. Vous vous en doutez, c'est une comédie, un peu gore, hein, il faut l'avouer, et pas du tout doublé d'un doublage français. Vous ne pourrez le trouver que au mieux en VOSTFR. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal au début, parce que ça commençait avec une espèce d'interview de showbiz fantomatique. J'ai cru que j'allais pas du tout rentrer dedans, et en fait, très vite, on commence à comprendre le délire, et c'est là que le film commence vraiment à devenir drôle. C'est extrêmement drôle. Il y a vraiment des scènes, j'ai explosé de rire devant l'écran tellement je n'y attendais pas, quoi. En gardant en tête que c'est principalement de l'humour absurde. Hein. Ça part d'un postulat qui est complètement débile, mais c'est la façon dont les personnages vont réagir à ce postulat qui vraiment est hilarant. Sans aucun spoil, le sketch de la bagnole, tu vois le truc arriver, déjà t'es mort de rire, rien qu'à voir l'enchaînement, et après tu vois la bagnole qui redémarre, t'as une des actrices qui sort une réplique, ok, là j'étais mort. Pour moi c'était parfait. Les acteurs et actrices sont vraiment très bons, notamment l'héroïne qui a réussi à avoir une palette de jeux assez variée, et surtout le film est une énorme critique, non seulement du showbiz, hein, on s'en doute, et de sa foutue tendance à dire faut plus de vues, faut plus de d'image, faut plus de bénéf, le sans arrêt, quitte à ce que ça broie quelques personnes au passage, mais aussi ça critique également un des problèmes asiatiques les plus récurrents, c'est-à-dire c'est la jeunesse qu'on pousse à mort dans les études ou sur la voie de l'ultra réussite, quoi. Ce qui là encore est quelque chose de pas du tout bon pour les gosses et ça peut les briser psychologiquement. Bref, c'est un excellent film.
Donc si vous avez envie de vous marrer un bon coup, tout en ayant droit à une petite critique sociale, le tout porté par de très bons acteurs, je vous invite très fortement à découvrir Dead Talent Society. Je vous avoue que quand j'ai vu la bande-annonce passer sur YouTube, il me semble, au début je me suis dit, ouais, bon, le concept peut être intéressant, je le regarderai peut-être, si j'ai rien de mieux à foutre. Et entre-temps, il y a eu une hype de malade qui s'est amenée sur le film, et au fur et à mesure, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vachement de gens qui en sont fans, c'est le... Ok, là la curiosité a commencé à monter, et puis je me suis dit, bon, allez, on va tenter, on va voir. Alors, est-ce que le film est bon? Putain, oui. Oh putain, j'ai adoré, Il est vraiment excellent, l'animation est super cool, les chara-designs sont vraiment géniaux, les expressions faciales des personnages réussissent à être absolument hilarantes quand il le faut, les combats sont vraiment géniaux en plus, et il faut surtout noter l'aspect le plus important du bousin, c'est-à-dire les chansons. Ouais, parce qu'en général, les comédies musicales, bon, on va faire le doublage pour les dialogues, mais bon, pour la chanson, on va garder la VO, et puis on va juste mettre les sous-titres en VF, hein, on va pas se faire chier avec ça. Là non, ils ont vraiment fait l'effort de mettre les chansons en VF. Et putain, c'est un régal. Pourtant, moi, la K-pop et le rap, je suis pas un giga fan, hein, ça m'arrive d'en écouter de temps en temps, mais bon, je suis pas à fond dans le domaine, quoi. Moi, je suis plus métal, mais bon. Malgré ça, quand on me dit que les chansons du film sont les meilleures sur les différentes plateformes d'écoute qu'on peut avoir, ouais, je peux comprendre pourquoi. Parce que même si je mets pas le film en première place, les chansons, elles ont pas quitté mon esprit, mais pendant des mois entiers. C'est dire à quel point je les ai kiffés. Bon, après, faut être honnête, on peut se dire, ouais, bon, les paroles des chansons, c'est un peu de l'ego trip quand même. Oui, c'est de l'ego trip, c'est, allez, on est les guerrières, on est les plus fortes, on est ceci, on est cela, voilà, on peut difficilement dire le contraire, mais en même temps, pour le peu de K-pop que j'ai entendu, je suis désolé, c'est un peu souvent ça avec les groupes de K-pop, quoi, Alors, peut-être qu'il y en a qui vont me contredire, hein, ça je dis pas, mais pour moi, de ce que j'en ai écouté jusqu'à présent, c'était souvent ça, quoi, après, pour ce qui est de l'intrigue, j'ai trouvé les retournements assez prévisibles, hein, et dans l'ensemble, bon, on peut pas vraiment dire que l'univers déborde d'originalité non plus, quoi, c'est pas mauvais pour autant, bien sûr. J'aurais aimé un peu moins classique. Bon, enfin, ça reste très agréable à regarder, quoi. On va pas se mentir là-dessus. Les personnages sont hyper attachants, c'est drôle, c'est punchy, c'est fun, c'est super bien rythmé. Bref, si vous ne l'avez pas vu, ce qui serait assez étonnant vu que c'est un putain de succès sur Netflix, je vous recommande plus que chaudement K-pop Demon Hunters. Eh bah, je suis ravi d'avoir pu le voir. Alors j'avoue qu'au début, j'y suis un peu allé à reculons, parce que j'étais pas certain du résultat, et bon, moi en général, quand t'as tout le monde qui me hurle « Ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est le film parfait et tout, c'est... » Mollo les gens, hein, calmez-vous. Moi en général, quand on me dit « Non, le truc est parfait », c'est « Non, je vais y trouver des défauts. » Je peux te garantir que je vais en trouver. Ne serait-ce que par esprit de contradiction. Donc j'avais un peu peur de la déception, et la déception, c'est que le film a cassé mon esprit critique. Franchement, j'ai fini le film, je me suis dit, je vois pas de défaut. Donc vraiment, c'est le genre de situation où tu fais, ah, donc du coup, je comprends pourquoi les gens étaient hyper hypés, y a pas de défaut en fait, si, au fur et à force de réfléchir plus tard, je fais, ah oui, il y a ça qui est... Voilà, des petits détails effectivement, mais... c'est des petits détails, quoi. L'histoire est super cool et cohérente, avec un univers qui est vraiment original et qui réussit à bien mixer les deux mondes que sont la fantasy médiévale et la science-fiction, hein, ce qu'on appelle la science-fantasy en général, qui jusqu'à présent marche plus ou moins bien, mais là en l'occurrence c'était vraiment très bien réuni, quoi. Et en plus, faut admettre que c'est un genre qui est assez peu utilisé, quoi. Les personnages, Nimona en tête, sont hyper attachants. Le film réussit à être extrêmement drôle et en même temps très émotionnel. Le style du dessin, bon là ça va dépendre de vos goûts, mais perso moi j'ai trouvé génial. L'animation est top. Et du coup, quels peuvent être les défauts que tu as trouvés? Bon, déjà je dirais que la micro-scène de fin est un peu facile et prévisible. Oui, ça fait plaisir quand même, mais bon,
ça reste facile et prévisible, quoi. Et surtout, un ou deux éléments humoristiques que j'ai trouvé assez lourds. Comme un moment où tu as le sol qui tremble, et t'as un des antagonistes qui fait c'est moi, ou le sol a fait ouais. Tu pouvais juste dire c'est moi ou le sol a tremblé, quoi. Voilà, c'est vraiment une blague que j'ai trouvée, c'est nul en fait. C'est pas drôle, c'est ridicule et c'est lourd, quoi. Et encore, c'est vraiment des points qui sont extrêmement rares, et ça m'a gêné une ou deux fois dans le film, mais c'est tout, quoi. J'ai pas fait le résumé. On va suivre un chevalier qui se retrouve impliqué contre son gré dans l'assassinat de la reine. Sauf qu'à côté, on a Nimona, une métamorphe punk un peu psychopathe et sadique sur les bords, qui va entendre parler de lui et venir lui proposer son aide. Franchement, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Il est assez court et donc il passe relativement vite, mais à aucun moment j'ai eu envie de mettre sur pause ou de ne serait-ce que de vérifier combien de temps il restait, quoi. J'étais vraiment à fond dans toute l'histoire. L'inconvénient c'est que j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, quoi. Et là on va passer au numéro 1, toute catégorie. Waouh. Franchement, c'est le... Waouh. Alors, je sais plus comment j'ai entendu parler de ce film. Je crois que j'avais dû voir un extrait passer très vite sur YouTube ou sur 9gag, je sais plus. À l'époque où j'étais sur 9gag. Et la curiosité aidant, j'ai voulu voir de quoi ça parlait. Et vous l'aurez compris, c'est deux films ex aequo. Techniquement, c'est le... c'est un peu compliqué de dire que c'est deux films. Parce que c'est littéralement la même histoire, mais qui s'arrête pas, quoi. Probablement qu'à la base, c'était juste censé être un seul film, et que les producteurs ont vu le truc, ils ont fait non, on coupe en deux. Pour moi, c'est ça, quoi. Il s'agit donc d'un film coréen qui nous raconte l'histoire d'un pompier mort en sauvant une petite fille d'un incendie, sauf que le bonhomme se retrouve envoyé dans l'au-delà avec trois anges gardiens, on va dire, qui ont pour tâche de lui faire passer sans encombre les 7 jugements de l'au-delà. Qui sont l'injustice, la trahison, le meurtre, la violence, l'impiété filiale, l'indolence et le mensonge. Parallèlement, on va se rendre compte qu'un esprit frappeur interfère avec le voyage du pompier, ce qui va obliger un des gardiens à aller dans le monde des vivants pour essayer de régler un peu le problème. Et quand tu vois à quel point le héros, même si techniquement c'est pas vraiment le héros de l'histoire, hein, ça on tourne plus autour des trois gardiens, quand tu vois que même lui, alors qu'il est considéré comme un parangon de vertu, il passe parfois à ça de l'enfer... Je pense que le coréen lambda, il doit pas beaucoup rigoler dans la vraie vie. Du coup, l'univers est vachement neuf. Ça nous offre une vision mythologique qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Avec les divinités, les différents enfers où tu vas subir différents procès histoire de juger ta vie et ton existence. Le fait que tous les procès doivent être subis en 49 jours. Il y a pas mal de visuels qui sont là encore hyper originaux et accrocheurs, je trouve. Les acteurs sont tous excellents. Rien à redire dessus. Alors, il y a peut-être un ou deux points que j'ai pas très bien compris, qui m'ont semblé un peu flous dans l'histoire, notamment à la fin du premier, où tu as un des personnages qui est visiblement venu pour aider un des anges, et j'ai pas bien compris de quoi il parlait. Est-ce que c'était une hallucination du gars que j'avais pris pour un flashback, ou... de mémoire, parce que ça fait quand même un moment que j'ai regardé, j'ai compris ce truc-là après avoir vu le deuxième film, parce que sinon, effectivement, ça me semblait un peu bizarre comme scène. Quoi qu'il en soit, le film m'a fait chialer. Mais vraiment, hein, c'est pas genre ça y est, j'ai un peu les larmes aux yeux. Non, là, il m'a fait chialer. Si vous êtes un minimum sensible, vous prenez un paquet de Kleenex. Ça, vous risquez d'en avoir besoin. Le film fait aussi la part belle à plusieurs séquences d'action qui sont putain de bien filmées. Hein, les courses-poursuites avec l'esprit vengeur, elles étaient vraiment cool à suivre. En tout, s'il y avait des reproches à lui faire, j'en aurais majoritairement deux. La première, c'est que les films ne sont malheureusement disponibles qu'en version originale. Donc, aucun doublage français. Alors dans l'ensemble, c'est pas gênant, hein, les sous-titres réussissent suffisamment bien à retranscrire tous les dialogues, mais s'il y en a qui ont du mal avec les sous-titres, voilà, vous risquez d'avoir du mal avec le film, quoi. Eh oui, ça peut être un frein au visionnage. Sans parler que le bousin, là, il a été premier du box-office coréen. Il a fait un succès monstre dans son pays au point qu'il a été exporté dans un tas d'autres, mais pas chez nous, alors qu'il a fait 3 millions d'entrées de plus que Dernier Train pour Busan. Ah oui, Dernier Train pour Busan est un très bon film, mais maintenant si tu me fais choisir entre Dernier Train pour Busan et Along with the Gods, je préfère Along with the Gods.
L'autre reproche que je pourrais faire, c'est que les CGI sont assez visibles. Ils sont pas immondes, hein, on a déjà fait bien pire. Regardez Ant-Man 3, mais ça se voit que c'est des images de synthèse. Hein. Ah, et éventuellement, je trouve qu'au début, on enchaîne les situations un peu vite. Genre, premier procès, on avance, on discute. Deuxième procès, on avance, on discute. Voilà, c'est après que le film commence vraiment à démarrer, quoi. Le deuxième opus, c'est beaucoup moins émotionnel. Non, il est émotionnel aussi, mais ça m'a personnellement moins touché. Voilà, c'est surtout ça. Il y a quand même un ou deux moments qui m'ont fait rougir les paupières, mais comparé au premier, voilà, c'est rien, quoi. Et pour cet opus, en fait, l'histoire va moins tourner autour des procès, et plus autour de l'histoire des trois gardiens, en fait. Là encore, niveau technique, c'est pareil, hein, CGI et fond vert sont pas moches, mais ça se voit. Donc, très clairement, Along with the Gods, ça a été ma meilleure découverte cinématographique de l'année. C'est une putain de pépite, et je vous le recommande plus que chaudement. Et on a fait le tour de mes meilleures expériences cinématographiques de 2025. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la dernière fournée de top et de flop, qui sera cette fois dédiée aux jeux vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, joyeux Noël, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Bon, je vais peut-être le relever un tout petit peu. On peut pas reculer plus, chier. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops de... Bonsoir. Madame, regardez comme ça, on dirait que tu me juges. Connard. J'ai Balou en fait, il est comme ça, il me regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez un avis plus détaillé, vous devrez le retrouver. Si vous voulez un avis plus détaillé, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, j'ai déjà vu plus boulet. Est-ce que je l'ai encore le petit là, ça. C4, faudrait que je re-range le tout, quoi. Parce que depuis que ma mère est passée derrière, c'est un bordel sans nom. Néanmoins, pour ce qui est du duo Jeff et Jean-Marc, pas Jean-Jeff et... Pourquoi j'ai voulu dire Jean-Jeff? Mais dans l'ensemble, ça reste l'histoire de Dracula, quoi. Mon doudouche, oh Mélusine. J'aime pas trop avec les quatre, par contre. Trop vite. Ouais, non. Voilà. On marque les câbles à moitié. Ah, putain. Alors oui, ma barbe a raccourci entre deux prises. Parce que je ne fais pas tous mes tournages en même temps. Pour déterminer si c'était un stand-alone, une suite à la trilogie originale ou une suite au reboot originel. Non, pas originel. Ça commence. Reboot qui, de mémoire, avait été plutôt détesté. La grosse différence entre le gore de... Merde. Mowgli. Putain, toujours un gros là, hein, ça... Mais au bout d'un moment, ta suspension consentit de l'intégrer. Putain. Ta suspension consentit de l'incrédulité. Mais au bout d'un moment, ta suspension consentit de l'intégrer. J'ai fait pas y arriver, putain. Mais au bout d'un moment, ta suspension consentit de l'intégrer. Pourquoi je veux dire de l'intégrer? Ta suspension consentit de l'incrédulité. Ta suspension consentit de l'incrédulité. Ta suspension consentie de l'incrédulité. T'as un œil au beurre noir, deux yeux au beurre... Non. T'as un œil au beurre noir, deux dents en moins et trois bleus sur la tronche. Je viens de laminer Ghostface dans le... je viens de laminer Goldface. T'as un œil au beurre noir, deux dents en moins et trois... Putain. C'est... Donc, en faire un film qui, par définition, oui, bien sûr. Ah non. Et je trouve que c'est une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies qu'on ait pu avoir. Je les aime pas particulièrement. Je les apprécie pas. Je les aime pas particulièrement, mais bon. Du moment qu'elles restent dans le coin sans m'emmerder, j'ai pas de raison de venir les faire chier, quoi. Ça... Non, du moment qu'elles restent dans leur coin sans venir... Si encore ça avait été un truc justifié par... Oui, en fait, c'est une... Ce qui est assez logique, hein. C'est déjà plutôt exceptionnel d'avoir autant d'atomes... Alors celui-là, ça sent que le budget, il était pas très élevé.
Je sais même pas ce que j'ai dit en fait. Pardon. L'histoire commence. Pas rentrer. Pousse-toi, réponse. Voilà, ça. Pourquoi? Non, la réponse c'est bien après. J'ai vraiment pris mon pied après. J'ai vraiment pris mon pied à des. J'ai vraiment pris mon pied à suivre l'intrigue. Et donc, bah, je vous invite. Ah! Ce qui n'aurait pas été si grave que ça si le chevalier n'était pas reparti avec sa tête sous le bras sans... Ce qui n'aurait peut-être pas été... Ah, il pleut. Il pleut. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, pardon. Nous allons donc suivre. D'accord. Et avoir ce contexte, ça permet de rendre le spectateur... Pas le spectateur, non, c'est... Et avoir ce contexte rend le visionnage vraiment spectaculaire dans le sens de bonbon pour les yeux. Ah mon Fifi! Allez-y! Bon bah va chier. Littéralement. En espérant que tu fasses pas trop de bruit quand même. Si jamais ça pue... Bah Mowgli, laisse-la pisser! Oh oh oh! Mowgli! Laisse Mélusine tranquille. Mélusine! T'as pas y retourner? Elle avait pas fini d'enterrer sa merde. Ça part d'un postulat débile, mais c'est la manière dont les gens vont réagir. Parallèlement, on va se rendre compte qu'un esprit frappeur... parallèlement, on va se rendre compte qu'un esprit frappeur...